It's a pleasure to present Antonia Coutinho, that is Associate Professor with the academic title of Aggregate and Research Member of the Linguistic Center of Nova University of Lisbon and Centro de Lingüística de la Universidad Nova de Lisboa. Some of you can remember, perhaps, she was the chair to the 12th ERLE conference in Lisbon in 2019. I was there. It was a great conference, yes. Her research and teaching focus on text and discourse linguistics and the implication for language teaching and for addressing other societal demands. As a linguist, her contributions concern text and discourses as objects of linguistic description and object of explicit teaching. Her most relevant contribution is the development of linguistics based on the social interactionist epistemological paradigm. A relevant part of her engagement deals with the didactics of textual academic practices in Portuguese, both in higher elementary and secondary education. The specificity of his approach is to promote teaching practices dealing in an articulated and consistent manner of both explicit knowledge of text and grammar. The recent developments in this domain led to the DITO, Didáctica do Texto project. The team is developing a methodological resource, the didactic pathway, supported by a revision of other educational devices generally used within the socio-discursive interactionism framework. She is member of the Disciplinary Committee of Nova University of Lisbon by the rector appointment. She is author of books, chapters, and academic papers related with this theme. When you want. Thank you very much, Marta. French, in French. Alors, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être là et de partager quelques-uns des éléments de notre recherche. En fait, moi, je parle d'une certaine façon au nom du groupe parce qu'il y a en fait, c'est du travail collaboratif et donc c'est toujours le social qui devance l'individuel. Donc, même si c'est moi qui présente, il y a des tas de choses qui sont partagées avec le groupe de recherche et je vais un peu le signaler. Alors, le titre, vous l'avez vu, c'est l'interactionnisme socio-discursif à travers les apports brésiliens et portugais. Et histoire et ouverture. Et comme ça, juste pour avoir une idée de mon plan, j'ai divisé ça en deux parties. La première partie, je vais passer assez vite, mais quand même, il y a des éléments un peu d'introduction ou de rappel, comme vous voudrez, par rapport au cadre dont je parle. Dans le cadre, je parle de l'ISD. Et puis, l'ISD au Brésil et au Portugal, un tout petit peu d'histoire aussi pour montrer l'histoire commune. C'est pas seulement le fait qu'on parle portugais, mais c'est un peu l'histoire commune dans le contexte de l'ISD et quelques lignes principales. Et puis une seconde partie, je reprends quelques-uns des éléments qui m'intéresse ou qui intéresse au groupe de façon particulière. D'un côté, le langage écrit, je vais commencer par une contribution d'Anna Raquel Machado, qui était vraiment avec Jean-Paul Troncar, la personne qui a lancé l'ISD au Brésil et d'une certaine façon au Portugal. Et puis, je vais un petit commentaire à propos de l'IA générative. Et puis, la question vraiment de l'enseignement des genres de texte dans le cadre de l'ISD et un peu dans cette direction de partir du dispositif qui est assez connu et répandu dans plusieurs contextes, la séquence didactique, et essayer de voir comment ça essaye de se développer, de s'adapter, d'évoluer et de faire de nouveaux chemins. Alors, pour la question de l'ISD, j'ai un peu peur, je ne sais pas jusqu'à quel point ça s'est
tout à fait connu des personnes qui sont présentes, donc je fais un peu vite et puis si c'est le cas, vous me poserez d'autres questions. C'est-à-dire, en fait, il s'agit du mouvement de l'interactionnisme social qu'on reconnaît aujourd'hui comme l'interactionnisme social, avec des contributions fondatrices qui prennent des aspects philosophiques depuis Spinoza, passant par Hegel, Marx et Engels, et puis la contribution fondamentale et qui nous occupe dans ce contexte ici, en particulier Vygotsky, mais aussi Leontiev, Voloshinov, et je tiens à souligner le fait aussi des contributions de linguistes que, comme Saussure, qu'on a toujours dit qu'il était un structuraliste pur, et on sait aujourd'hui en fait qu'il partageait les principes de l'interactionnisme social. Et aussi Cossériu, je vais parler un tout petit peu de Cossériu. Donc, dans ce contexte, les grandes questions du projet ou du programme de travail de l'ISD, ça passe par l'adhésion au projet d'une science de l'humain, dans le sens qu'il n'y a pas de discipline qui puisse saisir la complexité de la personne humaine. Donc, il faut y avoir d'une certaine façon un travail collaboratif entre disciplines. Je ne discute pas pluridisciplinaire, multidisciplinaire, enfin, mais ce qui m'intéresse, c'est une collaboration disciplinaire qui soit capable de saisir la complexité de l'humain. Et puis, bien évidemment, le rôle fondamental du langage dans la spécificité de l'être humain et la thèse fondamentale de Vygotsky, c'est cette idée qu'il y a un saut qualitatif du biologique vers le historico-social. Et donc, ça se passe soit du point de vue phylogénétique, soit du point de vue ontogénétique. Et puis aussi, à cause de tout ça, un intérêt particulier pour des questions d'éducation et de formation qui sont liées au contexte disciplinaire spécifique, mais de toute façon, le point ici, c'est de donner de l'espace spécifique au travail de l'éducation, aux questions d'éducation. Alors, l'ISD au Brésil et au Portugal, ça c'est un tout petit peu d'histoire, mais je pense que ça démarre en Genève, comme tout le monde sait. En général, on assume la publication d'activités langagières, textes et discours comme la formalisation. Quand on se dit depuis quand est-ce que ça arrive, bon, on s'est dit que c'était cette publication, c'est plus ou moins la première fois que ça apparaît comme une formulation avec une certaine stabilité. Le livre a été traduit en portugais par Ana Raquel Machado et paru au Brésil 2 ans après sa publication. Et puis, un peu cette histoire, on a eu un premier symposium ISD dans le contexte d'une rencontre plus large, IMPLA, Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada, en 2002. Donc, c'était pas encore la première rencontre ISD, mais c'était juste préparatoire, si on peut le dire. Et puis, on a eu la première rencontre internationale de l'ISD à São Paulo en 2006, la deuxième à Lisbonne en 2007, la troisième à Belo Horizonte en 2008, et puis, d'autres, et puis la dernière, 2025, à nouveau à Lisbonne. Et donc, je fais l'histoire, ça me fait plaisir, vous me comprenez, mais d'une certaine façon, c'est aussi l'idée de dire que l'équipe grammaire et texte, même si elle ne s'appelait comme ça à l'époque, elle a été vraiment dès le début, on était là, j'ai là le badge du premier symposium, donc on était là au début du début. Je dois dire, je ne savais pas que j'étais au début de quelque chose. On m'avait dit, il y a un symposium, ça m'a paru intéressant. Je ne savais pas, je n'avais pas la conscience qu'on était en train de démarrer quelque chose, mais quand on voit comme ça, c'est très intéressant de voir comment ça c'est. Et puis, je n'ai pas mis dans les références, mais c'est curieux parce que Jean-Paul Broncard a fait une synthèse à la fin de ce premier symposium où il parlait de la co-construction
de la co-construction de l'ISD. Et donc, ça a marqué dès le début cette approche. Donc, ISD au Brésil, au Portugal, dès le début, et puis ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est d'une certaine façon des rapports entre des personnes pour des projets dans cette logique, d'un côté d'approfondissement des fondements épistémologiques et du programme de travail de l'ISD. Ça, c'est un des premiers où on a deux collègues, Ana Matos Guimarães et Ana Raquel Machado, déjà déçus, ça fait des années, et moi-même, qui ont organisé. Et donc, on a une histoire de publication et de recherche dans ce mouvement d'une certaine consolidation du mouvement. Et puis, j'insiste, des questions d'éducation centrées en particulier sur l'apprentissage ou l'enseignement. Après avoir écouté Bernard hier, je préfère maintenant parler d'enseignement que d'apprentissage de genre, mais on pourra y venir, selon l'approche descendante préconisée par Voloshinov. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme je ferai un peu un zoom pour reprendre ces deux questions. La première, d'une certaine façon, plus épistémologique, et la seconde, plus centrée sur les pratiques d'enseignement de genre de texte. Et donc, ce sont, tout simplement de zoom, deux exemples, si vous voulez, deux idées. Alors, le langage écrit, je pars, ça m'a fait, comme j'ai dit, Ana Raquel Machado était tout au début, c'était la grande enthousiaste et qui a rassemblé des gens et tout ça. Et sa thèse doctorat, c'était sur le journal de lecture, Diário de Leituras. Et en fait, c'est un genre qu'elle a repris des cours qu'elle a suivis, dans le sens de demander aux gens de mettez-vous à écrire ce qui vous vient, ce que vous pensez lorsque vous lisez, lorsque vous étudiez, donc ce mouvement de parler de ce qu'on est en train de penser quand on étudie, et donc elle montre au début de sa thèse, qui a été après publiée comme livre, le journal de lecture, ça reprend des caractéristiques du journal intime, ou ça partage des caractéristiques du journal intime. En principe, normalement, il y a moins de restrictions par rapport au genre de la sphère publique, donc c'est un genre plus libre, plus fluide, je pourrais dire. S'il y a de la discontinuité, de la fragmentation, pas d'organisation globale, pas de marquage explicite d'arguments, il y a beaucoup d'ellipses, surtout de parallaxe, donc ça c'est le journal intime et on le retrouve, ou elle l'a retrouvé dans les journaux de lecture. Et donc, ces caractéristiques du genre journal, que ce soit le journal intime, le journal de lecture, sont très proches des caractéristiques que Vygotsky énonce par rapport au langage antérieur. Toutes ces caractéristiques, l'ellipse, l'absence d'organisation, etc. Et donc, bon, si ça marche. Ah, d'accord, ça y est. Alors, dans cette perspective, on peut retrouver, si vous voulez, les caractéristiques aussi du rôle de l'écriture par rapport au développement de l'enfant tel que Vygotsky en parle, c'est-à-dire le langage et l'écriture n'est pas une expression de la pensée, n'est pas simplement une expression de la pensée. La pensée prend forme à mesure qu'elle se fait langage, si je peux le dire. Le langage est une fonction tout à fait particulière et il dit des deux, on reprend là un petit peu la discussion de la matinée, l'apprentissage du langage écrit et l'apprentissage de la grammaire donne à l'enfant la possibilité d'accéder à un niveau supérieur dans le développement de son langage. Donc, c'est un savoir-faire conscient
que ce soit relativement à la grammaire ou à la langue, comme on voudra en parler, ou au langage écrit, à l'écriture. Alors, en reprenant aussi une question dont j'ai un tout petit peu parlé, moi, pour cette question, moi, j'aimerais faire d'une certaine façon un zoom en disant cette fonction particulière de l'écriture, est-ce qu'elle est maintenue, est-ce qu'elle est réorganisée, est-ce qu'elle disparaît face à l'avancée des large language models et face à leur usage dès des âges très précoces. Moi, je dois dire, je ne suis pas du type de dire, bon, on va de rétro à certain âge, ce n'est pas le cas, mais je dis qu'en même temps, tout ça, il y a Hélène qui rigole déjà avec moi, on en a discuté, ben, je dis pas, j'ai pas l'impression qu'on ne peut pas arrêter d'une façon absolue, mais je dis qu'il faut absolument avoir, je ne sais pas comment dire, des stratégies pour faire face à ça, pour savoir comment l'envisager en classe, comment l'envisager dans les différentes étapes de formation et d'éducation. Alors, d'une façon, mais je distinguerais quand même des outils qui servent à la révision, à la correction et tout ça, et qui peuvent, d'une façon assez contrôlée, je dirais, être intégrés dans des activités en classe à différentes étapes et à différents âges. Et ça, je dirais que ça, c'est tout à fait différent d'un produit géré par l'IA générative. C'est-à-dire, je distinguerais l'outil de révision et de correction de la production d'un texte, entre guillemets. Moi, je me répète un peu là-dessus, mais je tiens à ça, je dis les produits gérés comme ça, gérés, de demander à un chatbot de dire fais-moi un texte, ceci et ça, avec ceci et cela, je dis c'est pas un texte dans le sens où on le pense dans le contexte de l'ISD, dans cette épistémologie, parce que ce qu'il y a là, ce n'est plus la langue dans sa double dimension linguistique et psychique, c'est-à-dire le produit qui est géré n'a plus la dimension, c'est une organisation de forme, un point c'est tout. Alors, d'accord, la personne qui utilise ça peut après travailler là-dessus, penser là-dessus, faire des tas de choses. Mais il y a quand même ici une question de savoir d'appeler texte quelque chose qui est produite. En fait, il y a des... Enfin, j'avance et puis on verra ce que... Donc, moi, je dirais que ce sont des produits gérés par des textes dans ce sens-là. Peut-être que ça marche mieux comme ça. Alors, juste encore pour reprendre cette question, où est-ce que se situe le processus d'écriture, dans le sens que l'écriture est processuelle, on le sait depuis longtemps, et donc c'est vrai que quand on demande le produit à un chatbot, on reçoit quelque chose, on peut le retravailler en principe, mais cette dimension dont parlait Vygotsky, dans le sens que au moment où le passage à l'écriture, le passage du langage intérieur à l'écriture, c'est d'une certaine façon un moyen d'accès à la connaissance très particulier. Et donc, enfin, comment nourrir cette faculté des humains à travers l'écriture. Et puis j'ajoute, dans quelle mesure nos sociétés, nos écoles et nos pratiques éducatives se contentent-elles de ce qui est déjà là? En fait, c'est ce qui est déjà là, c'est des tas de données réorganisées et qui se soumettent à l'anxiété de réussir rapidement avec le moindre effort au primat du visuel et de l'immédiat. Donc, je crois que moi, j'ai souvent dit, c'est une question de civilisation. Et puis, en relisant le journal, la thèse d'Ana Raquel Machado, j'ai retrouvé, elle cite un passage très curieux de Roland Barthes,
le bruissement de la langue, je vous laisse, mais j'ai marqué en gras. Il dit, c'était en 1984, il dit tout dans notre société, donc je suis là au milieu, tout dans notre société, société de consommation et non de production, société du lire, du voir et de l'entendre, et non société de l'écrire, du regarder et de l'écouter, tout est fait pour bloquer la réponse. Les amateurs d'écriture sont dispersés, clandestins, écrasés par 1000 contraintes intérieures même. Alors ça, c'était 1980. C'est discutable, il y a des trucs là qui sont discutables, mais d'une certaine façon, il y a là une intuition, quelque chose qui se dissout un petit peu. Et il dit c'est là un problème de civilisation. En fait, il établit le rapport entre lecture et écriture du point de vue, je ne sais pas comment dire, dans certains désirs, dans certains. Et donc, il y a une question aussi, comment on peut nourrir ça, dans quelle mesure l'école peut jouer un rôle par rapport à ces enjeux. Alors, je passe à la question d'analyse et enseignement de genre de texte, et d'une façon très simple, très synthétique, il y a l'impact au Brésil et au Portugal de la séquence didactique, un impact énorme au Brésil, mais en fait aussi parce que c'est plus grand que le Portugal, c'est pas seulement ça, je rigole un petit peu, mais ce que à travers des bouquins comme ça, je montre un peu qu'il y a eu depuis des années des publications conjointes, dans le sens, c'est plutôt pour exemplifier, c'est pas exhaustif, mais il y a eu depuis le début un effort de publication dans ce que la publication révèle de recherche conjointe par rapport à la question de l'enseignement des genres. Et la question centrale ici, c'est la séquence didactique, connue dans le sens, on en parle souvent comme la séquence développée par l'équipe de Genève, et donc je vais rapidement développer ça en 3 étapes avec des développements différents, dans le sens reprendre un petit peu rapidement cet impact, les adaptations du modèle, et puis ce qu'on est en train de faire dans le groupe Grammaire et Texte et le projet Didática do Texto. Et donc, le modèle, la séquence didactique a été proposée dans le cadre de l'ISD, dans l'école de Genève. Il y a des textes de référence que je crois que tout le monde connaît, traduits en français et traduits en portugais. Et puis, la séquence didactique, c'est important pour ce qui viendra. Comme tout le monde le sait, c'est un dispositif didactique orienté, préparé pour la production, l'enseignement de la production d'un genre de texte oral ou écrit. Alors, les adaptations du modèle, on a eu au Brésil et au Portugal. Encore une fois, peut-être que ce n'est pas exhaustif, mais c'est ce que je connais pour le moment. Au Brésil, on a développé l'itinéraire didactique avec Barros Rucci, je ne sais pas prononcer, Joaquim Dolce lui-même. En fait, par rapport à la séquence didactique, l'idée c'est de faire intervenir plusieurs étapes de production. Dans la séquence, il y a la production initiale, la production finale. L'itinéraire, et le nom l'indique, ça propose des productions intermédiaires. Donc, c'est surtout. Au Portugal, on a eu la séquence d'enseignement du côté avec l'équipe Protestos de l'Université de Aveiro, avec Luís Alves Pereira, Inês Cardoso, Luciana Graça et d'autres. Et donc, par rapport à la séquence didactique, il y a des notions qu'on fait intervenir, que ces collègues font intervenir. C'est texte mentor, je ne sais pas si on dit comme ça
texte mentor, merci, et cahier de charge. Donc, le texte mentor qui peut être, décomposé, déconstruit en classe de façon à que le groupe prenne conscience des caractéristiques du texte ou du genre qui est en question, et puis ça conduit à un cahier de charge qui est un appui pour la production. Alors, comme vous voyez, nous, on travaille avec des parcours didactiques, mais Noémie, qui fait partie de l'équipe et qui, en fait, en ce moment, fait la coordenation principale du projet DITO, je vais en parler, avec Inês Cardoso, la séquência de ensino, on produit un document qui montre et qui est accessible à travers Zenodo, dispositivos didáticos orientados para o ensino-aprendizagem de géneros textuais, où on montre je ne sais pas comment dire, la progression dans le sens des différences qui sont en question. Alors, pour le parcours didactique, s'il y en a des gens qui étaient avant, qui écoutaient Mathilde et Noémie, on a là des points de contact avec ce genre. En fait, ce qu'on fait avec le parcours didactique, on l'assume comme dans une lignée de continuité qui part de la séquence didactique, qui prend plus ou moins en compte l'itinéraire didactique, la séquence d'enseignement et le parcours didactique. Bon, ça ne se voit pas, ce n'est pas la peine. Alors, la conceptualisation, on reprend toujours la première formulation de Noémie, ensemble d'activités organisées de manière systématique autour d'un texte, d'un genre de texte ou d'un groupement de textes avec des caractéristiques semblables, privilégiant une articulation étroite entre grammaire et texte, dans une perspective qui inclut non seulement la production, mais aussi la lecture et l'analyse. La compréhension, l'analyse, comme vous voulez, y compris de texte, y compris le texte littéraire. Il y a une virgule en plus, je m'en excuse. Donc, vous voyez les différences par rapport aux séquences didactiques. D'abord, ce n'est pas orienté directement ou toujours directement pour la production, et donc c'est l'idée, ça peut travailler, ça peut se faire avec un texte singulier, par exemple un texte littéraire ou pas littéraire, peu importe, ça peut fonctionner avec un ensemble de textes regroupés selon un certain critère. Je vous donnerai un exemple. On fait le pari d'articuler grammaire et texte, je le dis comme ça d'une façon simplifiée, mais enfin les deux dimensions. Et donc par rapport, je l'ai déjà dit, je crois, c'est pas seulement la production, et donc aussi l'idée de parcours, c'est-à-dire qu'on peut commencer par des activités de compréhension, passer par une activité de grammaire, d'explicitation, arriver à l'écriture, revenir en lecture. Enfin, l'idée de parcours, ça inclut aussi cette idée de circulation, si vous voulez. Alors, pour la conceptualisation, c'est d'une façon schématique plus ou moins ce que je viens de dire. Donc, c'est un texte ou un regroupement de textes ou un genre de texte. De l'autre côté, on travaille sur la compréhension ou la production avec un focus central texte et grammaire, fonctionnement des textes, fonctionnement de la grammaire, comment ça se débrouille ensemble, si je peux le dire. Et puis, pour les textes, ça peut inclure n'importe quoi, c'est-à-dire des textes académiques, de l'école, littéraires, quotidiens, journalistiques, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et il y a de ce point de vue, il y a des étapes, je dirais obligatoires, avec les guillemets que vous voudrez mettre, c'est-à-dire des tâches d'observation, de systématisation et de réutilisation
avec un travail de verbalisation et de systématisation par rapport aux caractéristiques. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est une structure malléable de ce point de vue, et de ce point de vue-là, pas plus malléable que la séquence didactique. Mais l'idée, juste pour souligner ça, c'est que ça partage les mêmes principes épistémologiques et les mêmes principes vygotskiens, si vous voulez, de verbalisation, de réflexion métalinguistique, etc. Alors, un peu la même chose, je sais pas, peut-être je passe vite, c'est-à-dire c'est l'idée de l'importance de la réflexion sur le fonctionnement de la langue, l'idée de l'importance d'un enseignement explicite du fonctionnement des textes, des rapports entre texte et grammaire, et cette question de quoi parle-t-on quand on parle de grammaire, mais je crois qu'on peut avancer, et puis si c'est le cas. Alors, je dirais que les apports de cette approche dans le cadre d'ISD, peut-être je me répète un petit peu, c'est-à-dire c'est l'idée des connaissances explicites concernant le fonctionnement des textes. Je ne veux pas dire que c'est tout à fait nouveau, mais c'est dans ce sens, c'est une entrée un tout petit peu différente dans le sens que ce n'est pas seulement pour produire, c'est aussi pour comprendre, travailler avec des textes littéraires qui font partie des programmes scolaires, tout ça. Et puis, l'insistance sur une idée d'une approche différentielle à travers des ressources grammaticales, peut-être ça sera plus clair. Je ne sais pas pourquoi ça. Donc, l'idée qu'on a des textes, des genres de textes, des activités sociales, et qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'une certaine façon, ce qui est grammatical ou ce qui est de la langue est toujours là. C'est-à-dire, sont les aspects, il y a bien évidemment des aspects contextuels, mais en même temps, il y a des aspects linguistiques de langue qui permettent d'établir la différence entre textes d'un même genre, qui permettent de prévoir des caractéristiques prévisibles d'un genre donné et qui permettent de reconnaître à travers les marques linguistiques les aspects contextuels du genre. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on insiste dans cette idée de rapport, que ce soit du point de vue contextuel, que ce soit du point de vue de l'organisation du texte, il y a des marques, et des marques, ça peut être des absences, ça peut être n'importe quoi, mais il y a du matériel d'une certaine façon qui assure, qui fonctionne comme des pistes, si on peut le dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on arrive au projet dito didática do texto, mais dans ce sens, ce qu'on veut travailler, c'est en partant d'une didactique, en travaillant sur une didactique du texte, mais en se disant qu'il n'y a pas de texte sans langue. C'est-à-dire, en fait, la multimodalité, d'accord, bien sûr. Moi, je dirais même qu'il n'y a pas de texte qui ne soit pas multimodal. Moi, je parle et je fais des gestes. Donc, la multimodalité, ça fait partie des genres de façon différente. Mais là, on travaille avec des textes, où il y a de la langue. Si c'est un cartoon sans partie verbale, ça c'est à la frontière, ça peut être utilisé pour plusieurs choses, mais c'est autre chose. Alors, ici, l'idée, c'est une didactique du texte a besoin d'une didactique de la grammaire et que les deux choses vont ensemble d'une certaine façon. Alors, pour la grammaire, je reprends très vite Cossério, où il dit que les tâches des disciplines linguistiques seront différentes selon le niveau auquel elles se réfèrent. Et je montre juste ce schéma
pour montrer qu'il parle d'une grammaire générale ou théorie grammaticale, d'une grammaire descriptive d'une langue donnée et d'une analyse grammaticale d'un texte donné. Et je crois que ça peut vraiment aider à penser qu'on peut, en classe, ça dépend de l'année, du cycle, de l'âge, du programme, etc., mais en tout cas, qu'on peut faire de la grammaire descriptive et qu'on peut faire de l'analyse grammaticale, et que ce sont des choses différentes et que ce sont des approches différentes des phénomènes de langue et de fonctionnement de langue. Et que, d'une certaine façon, bon, j'avance parce que... Alors, un petit exemple que je vais montrer tout rapidement. En fait, ça va montrer trois textes, mais celui-là, je le montre un petit peu, juste pour vous faire envie d'aller à Lisbonne manger pastéis de Belém. Alors, dans un parcours didactique, j'ai utilisé ça c'est la boîte dans laquelle il y a les pastéis de Belém. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, il faut y aller. Avec un petit texte en portugais et en français, qu'il est là produit en portugais, en français, enfin, traduction faite vite comme ça. En 1837, nous avons commencé la fabrication des pastéis de Belém, selon une ancienne recette du couvent de Jerônimo, que renaît chaque jour dans notre fabrique, par les mêmes procédés artisanaux. Les pastéis de Belém vous offrent aujourd'hui, moi j'ai mis vous entre parenthèses, parce qu'en português, il n'y a pas, os pastéis de Belém proporcionam hoje. Alors, j'avais du mal à traduire, mais c'est linguistiquement, textuellement très intéressant. Alors, juste pour montrer ça, ce qu'on a fait, je ne sais pas pourquoi ça... Bon, donc, en texte pastéis de Belém, en sonnet d'un poète portugais du 19e siècle, en sonnet, et un texte qu'on a plusieurs fois travaillé, c'est une microscopio et d'autres histoires, enfin, on pourrait dire un micro-conte. Alors, ce sont trois textes, c'est pour ça l'idée du parcours didactique, qu'il peut travailler avec des textes de genres différents. Ce sont trois textes de genres très différents. Je vais finir vite. L'idée, c'est ce qu'on a fait, et j'explique, c'est un parcours, présentation de projet, à quoi ça sert les textes, le jeu des différences et des similitudes, de quoi a-t-on besoin pour raconter un événement, raconter une histoire ou l'ordre des ingrédients, quelques ingrédients particuliers, l'âme des affaires et une touche d'artiste, je ne sais pas si c'est bien traduit, je m'excuse, mettre la main à la pâte, c'est-à-dire se mettre à l'écriture, une fête d'histoire. C'est-à-dire... peut-être c'est plus clair le suivant, ce que j'ai fait, c'est on a préparé des activités dans le sens que à quoi ça sert les textes, ce sont des textes très différents, alors ce qu'il fallait faire, c'est de comprendre quelle est la finalité, qu'est-ce qu'on fait dans le texte de la caisse de pastéis de Belém, qu'est-ce qu'on fait avec le sonnet, etc. Donc de discuter à quoi ça sert chacun de ces textes. Et puis, de quoi a-t-on besoin pour raconter un événement, et je mets là entre parenthèses le discours de l'ordre raconté. En fait, c'est ça du point de vue du cadre de l'ISD, mais ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce métalangage, on peut faire ça d'une façon simple. Comment est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on raconte, et on va voir, l'idée c'est de voir qu'on raconte avec les mêmes procédés linguistiques, avec les mêmes temps grammaticaux, mais qu'il y a quand même des différences. Donc, l'idée, c'est là, il y a une dimension grammaticale associée à l'action de raconter, et donc on peut identifier cela, et puis raconter une histoire au l'ordre des ingrédients, et c'est là qu'on va rencontrer une grosse différence entre les deux textes, parce que le texte de pastéis de Belém, c'est un texte où il y a le discours du raconté, mais il n'y a pas l'organisation prototypique du raconté avec une complication et un dénouement. Donc, on raconte de façon différente, et en fait, il y a une autre différence, c'est que le poème, il raconte au présent, tandis que les autres racontent avec les temps du passé. Et pour le poème, ça fait une des idées, c'est que c'est vraiment un texte
presque théâtrale, c'est-à-dire comme si c'était... il y a d'autres aspects, des particularités qui pourraient être développées ou pas. En fait, une parenthèse, enfin, c'est des détails, mais qu'on peut exploiter de façon différente. Et l'idée ici, c'était d'arriver à produire des histoires réorganisées en petits événements scolaires ou dans le groupe Tourme pour réutiliser ces procédés. Pour le moment, je n'ai pas fait ça en classe, j'ai fait ça en formation d'enseignant, master, première année. Et la question, c'est que pour les enseignants, c'était une découverte. Ils ne s'étaient pas rendus compte des procédés linguistiques que la fiction et la non-fiction utilisent les mêmes procédés linguistiques, que par exemple un sonnet, ça peut utiliser la façon de raconter qui est pareille à, je ne sais pas comment ça se dit en français quand on raconte le football, comme ça, en présence. Et on a discuté ça en classe. Et donc, je ne l'ai pas fait avec des jeunes ou des étudiants, je l'ai fait en formation de professeur et j'ai trouvé que c'était très stimulant parce que vraiment, ils ont découvert des choses qu'ils ne savaient pas. C'est la fin, oui, c'est la fin. Alors, c'est un exemple. Je crois que ça permet peut-être d'illustrer l'idée du parcours didactique et des exemples et de montrer. Et moi, je dirais, pour revenir au thème, au titre, il y a ici une dimension de co-construction, l'idée qu'on avance séquence didactique, itinéraire, séquence d'enseignement, parcours didactique, en fait, c'est parce qu'on travaille et on pense là-dessus et on se donne des moyens de continuer à faire de la recherche et à trouver des moyens nécessaires. Et puis, d'un autre côté, moi, je reviens sur l'idée d'une science de l'humain, en faisant peut-être un petit détour, parce que c'est vrai que c'est la collaboration disciplinaire qui est nécessaire, mais en même temps, ça devient de plus en plus urgent dans la mesure où on est confronté à des produits produits par des machines, et on nous parle aujourd'hui déjà d'une science qui ne serait plus compréhensible par des humains et qui devrait être traduite pour que les humains puissent. C'est le document de l'OCDE de 2026. Alors moi je dis, il faut quand même qu'on se recentre sur l'humain et qu'on se donne les moyens collaborativement de faire face à tout cela. Alors merci de votre attention et j'espère que ça... Merci.